Bonjour et bienvenue à nouveau sur Le Monde décrypté. Imaginez-vous au cœur des eaux bleues profondes de la mer de Chine orientale. Devant vous, quelques rochers arides, battus par l'écho des vagues contre la falaise, traversés par le cri des oiseaux marins, et habités seulement par des chèvres sauvages qui broutent en silence. Un paysage comme oublié du monde, d'un calme si absolu qu'il semblerait presque indigne d'attention. Et pourtant, c'est précisément ce silence qui trompe. Car sous ces reliefs en apparence inertes se cachent des calculs stratégiques, des intérêts de ressources, et un couloir maritime que beaucoup d'États considèrent comme vital. À la surface, ce ne sont pas toujours des frégates ou des destroyers, le plus souvent. Ce sont des navires de garde-côte, des approches de plus près, des face-à-face prolongés, cette tension dite de zone grise, où un incident minime peut suffire à déclencher une crise. Les Chinois les appellent les îles Diaoyu. Les Japonais parlent des Senkaku, un même territoire, deux regards, et un différent qui s'étire depuis des décennies. Alors pourquoi un archipel minuscule, inhabité, parfois plus petit qu'un simple arrondissement? Peut-il devenir un foyer de friction entre deux grandes puissances asiatiques? Est-ce le pétrole et le gaz supposés sous le plancher océanique? Est-ce la position qui permet de contrôler les routes maritimes? Ou bien quelque chose de plus difficile à quantifier? L'honneur, la souveraineté et la mémoire historique, sur lesquels aucune capitale ne veut céder, aujourd'hui. Nous allons décrypter Senkaku Diaoyu, des rochers bruts perdus en mer de Chine orientale, jusqu'à l'un des nœuds géopolitiques les plus sensibles d'Asie de l'Est. Pour comprendre pourquoi ces rochers comptent autant, il faut d'abord les situer. Les Senkaku, un archipel isolé, totalisant à peine 7 km². Ils se trouvent à environ 170 km des côtes chinoises, 170 km de Taïwan et 150 km de l'île japonaise d'Ishigaki, les terres les plus proches, les îlots taïwanais de Pengjia et Mianhua, à quelques 140 km au total. L'ensemble se compose de 8 entités, 5 îles et 3 rochers. Et ici, le vocabulaire n'a rien d'anodin. Il est juridique, selon la définition du droit de la mer. Une île est une formation naturelle entourée d'eau. Capable de soutenir une activité économique ou une présence humaine, elle ouvre donc droit à une mer territoriale, une zone économique exclusive, et un plateau continental, un rocher. En revanche, ne donne droit qu'à une mer territoriale de 12 000 nautiques. Autrement dit, sur quelques kilomètres carrés, la différence entre île et rocher peut redessiner des centaines de milliers de kilomètres carrés d'espace maritime. La pièce maîtresse de l'archipel, c'est Wotsurijima. Appelée aussi Diaoyu-dao, elle s'étend sur 4,32 km², sur environ 3,5 km d'est en ouest et 1,3 km du nord au sud. Au nord, les pentes en sont relativement douces. Au sud, le relief se ferme. Des falaises abruptes tombent à pic dans la mer. C'est là que se dresse le point culminant de tout l'archipel, le pic Nagahara, à 362 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le 19 octobre 2012, 10 Japonais y ont débarqué et planté un drapeau près du sommet. Un geste bref, mais lourd de symboles. De loin, Wotsuri ressemble à un volcan assoupi, sommet légèrement aplati, flanc couvert d'une terre brun sombre, ponctuée d'une végétation côtière rase. Autour, des falaises sombres dessinent des strates nettes, comme 3 étages de roches dressés vers le ciel. Les vagues frappent sans relâche, et le choc résonne, régulier, presque métallique, partant clair, à l'extrémité sud de l'île. On devine la courbure de l'horizon, une mer piquetée de fleurs sauvages, et au loin, des nuages blanchâtres qui semblent s'élever de l'eau comme une fumée légère. Et pourtant, cet endroit n'a pas toujours été vide. Dans le passé, l'île a été habitée de façon permanente, à son apogée. Le village de Koga comptait 99 foyers et 248 habitants. Ils avaient reconstruit un débarcadère et travaillèrent dans une usine de transformation du poisson. Mais en 1940, tous avaient fini par partir. En 1978, l'association de la jeunesse japonaise est venue sur place et a construit un phare de 5,6 mètres de haut, visible jusqu'à 10,2 km. Un détail. En apparence, en réalité. Un marqueur, 2 ans plus tard, en 1980. Un cargo philippin naviguant dans les parages a été pris dans une tempête et a sombré. Le faisceau du phare a permis à l'équipage de repérer la côte. Les 23 marins ont pu atteindre la terre et ont été secourus sains et saufs. En 2005, l'installation a été transférée aux gardes-côtes japonais, une fois par an. Des équipes viennent effectuer l'entretien et les contrôles. Un outil discret, mais précieux, pour les opérations maritimes. Mais ce débarquement de 1978 a laissé une autre trace. Bien plus inattendue, ce jour-là, l'association de la jeunesse japonaise a également introduit 2 chèvres sauvages. Elles se sont multipliées rapidement. Aujourd'hui, leur nombre avoisinerait 500, et l'on estime qu'elles ont augmenté d'environ 30% la surface de terrain dénudée. À mesure que la végétation reculait, la capacité de l'île à retenir l'eau a, elle aussi, disparu. Le nombre de ruisseaux est passé de 8 à 2, une pression directe sur l'écosystème, face à cette dégradation. Le conseil municipal d'Ishigaki a adopté une résolution demandant au gouvernement japonais de capturer ces chèvres. À ce jour, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre. À l'échelle des Senkaku, certains points ne sont même pas des îles, ce sont des rochers, le plus petit d'entre eux, un rocher non autosuffisant au sens du droit de la mer, ne couvre que 0,08 hectares. Son point le plus élevé culmine à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, à marée haute. Il peut être en partie submergé. Ici, la géographie se joue à quelques dizaines de centimètres près. Plus au nord se trouve Kitakojima, littéralement la petite île du nord.
de forme rectangulaire. Elle s'étend sur 0,33 km². De loin, ces falaises courbes évoquent le dos d'une baleine qui émergerait du fond marin. Au début de 1996, l'Association de la jeunesse japonaise y a érigé un phare cylindrique. En novembre, l'ouvrage a été détruit par des Taïwanais. Détruit, un mot sec, mais un message très clair ici. Chaque construction devient un acte politique. À côté, Minami-Kojima, la petite île du Sud, couvre 0,46 km², plus ronde, plus plate en apparence. Elle se redresse nettement à l'ouest, où son sommet atteint 149 mètres. Le centre n'est tapissé que d'une végétation clairsemée, dominée par des herbes marines. Et surtout, ces deux îles sont séparées par le détroit d'Izona, un passage d'à peine 190 mètres de large. Autrefois, quand la mer de Chine orientale se levait sous des rafales violentes et des vagues hautes, des pêcheurs taïwanais franchissaient ce couloir pour chercher un abri. Aujourd'hui, le même endroit sert de refuge à des espèces rares, sternes brunes, sternes à tête grise, albatros à queue courte, des oiseaux marins qui ont frôlé l'extinction sous l'effet du commerce des plumes. Leur population, toutefois, remonte lentement, portée par des efforts de conservation engagés depuis les années 1950. Plus au large apparaissent Okino Minami-Iwa, le rocher du sud, et Okino Kita-Iwa, le rocher du nord. Le premier ne couvre que 0,48 hectares et ne s'élève qu'à 10 mètres au-dessus de la mer. Le second est un peu plus vaste, avec 1,83 hectares. En réalité, Okino Kita-Iwa est constitué de deux blocs distincts, un rocher oriental et un rocher occidental, séparés d'environ 185 mètres. Ces formations, relativement isolées, surgissent de l'océan comme des masses sombres, le plus souvent. Elles disparaissent en dessous des vagues puissantes, de loin. On les distingue à peine, de véritables piliers noirs, qui ne se dévoilent pleinement qu'au reflux de la marée, exposés de front à la mousson de nord-est. Leurs surfaces ont été profondément sculptées par l'érosion. Des rainures parallèles, naturelles, striant la roche et donnent à l'ensemble l'allure de murailles volcaniques anciennes, comme si le temps avait gravé sa propre géologie. Vient ensuite Kubajima, aussi appelée Shivi, avec 1,08 km². Elle est plus grande, mais aussi plus éloignée. Environ 27 km la séparent de Uotsuri-jima. C'est une île volcanique, dominée en son centre par le pic Chitose, à 117 mètres, puis inclinée en pente douce vers le littoral. Autour, un récif corallien elliptique encercle l'île. Il teinte la mer d'un turquoise singulier. Changeant au gré de la lumière, sur le rivage, une bande de sable blanc et fin s'étire le long de la façade orientale, là où les vagues viennent lécher la roche, dessinant un contraste saisissant entre le bleu-vert des eaux et la blancheur presque intacte du littoral, au cœur de l'île. D'anciennes roches sédimentaires affleurent. Certaines, rongées par les éléments, formant des reliefs naturels que des équipes japonaises ont comparés à des grottes de vent sur une île déserte. Kubajima est aussi un habitat privilégié pour les oiseaux marins, notamment la bergeronnette à petit bec, le héron, l'albatros à face blanche et le fou à ventre blanc, qui nichent le long des falaises, faisant de l'île un sanctuaire d'une diversité étonnante. Aujourd'hui, l'endroit est désert, mais autrefois, au sud-ouest, on trouvait une usine de transformation du thon et un atelier de traitement des plumes d'oiseaux marins, abandonnés dans les années 1940, puis en mai 1972. Le gouvernement japonais a accepté que l'armée américaine utilise la zone comme champ de tir et site d'abri pour les bombardements. L'opération a duré jusqu'en juin 1978, avant que l'île ne retombe dans le silence. Enfin, il y a Taishojima, aussi connu sous le nom de Wangwei. Une superficie minuscule, 0,06 km², une position isolée, 110 km du Uotsuri-jima, un relief plutôt plat, avec un point culminant à 75 mètres. Sa structure géologique mêle une bauxite volcanique ancienne et un calcaire d'origine corallienne, donnant à la surface une texture rugueuse, poreuse, presque déchiquetée. De loin, Taishojima ressemble à un gros bloc de pierre que l'océan ronge couche après couche, fissures, crevasses, petites cavités. Tout ici porte la marque de l'impact incessant des vagues, par endroits. La roche jaune pâle se mêle à des taches brun sombre, produisant, au coucher du soleil, une coloration étrange, presque irréelle, faute de terrain plat et sous un climat rude. Il n'y a pratiquement pas de grands arbres, seulement des couches de mousse verte et d'herbes marines basses, accrochées à la pierre, et comme plusieurs autres entités de l'archipel. Taishojima a elle aussi servi de champ de tir et de zone de bombardement pour l'armée américaine entre 1972 et 1978. Ce décor minéral, battu par les vents, obéit à une mécanique climatique bien précise. Les Senkaku se trouvent sous un climat subtropical de mousson, avec une température moyenne annuelle d'environ 21 degrés Celsius. Les étés y sont chauds, autour de 27 degrés Celsius, tandis que les hivers descendent à environ 11,9 degrés Celsius. L'humidité, elle, est élevée, 84% en moyenne, et la mousson charge le ciel. La pluviométrie annuelle atteint près de 2800 mm, pour environ 190,4 jours de pluie par an. Mais l'élément le plus déterminant, ici, c'est le vent. Des rafales puissantes et une mer souvent grosse presque toute l'année rendent l'accès extrêmement difficile. Et paradoxalement, cette rudesse façonne une biodiversité étonnante. On recense 339 espèces de plantes, dont la répartition varie avec l'altitude.
L'archipel abrite aussi 34 espèces d'oiseaux, 7 espèces de reptiles, 100 espèces d'insectes et 5 espèces d'escargots. Les mammifères sont rares. Le plus remarquable est un rongeur géant, le géant Chendra, présent uniquement sur Uotsurijima et aujourd'hui menacé. D'autres animaux, poules, chats, chèvres sauvages, mulots rayés, ont été introduits par l'homme. Quant aux eaux qui entourent l'archipel, elles affichent une diversité remarquable. On y trouve ou on y observe des espèces qui y vivent ou qui y migrent, comme le thon, les requins, l'espadon, la tortue imbriquée, les dauphins, les globicéphales, les cachalots et même les baleines à bosse. On y mentionne aussi le nautile, un organisme ancien, apparu durant le Cambrien de l'ère paléozoïque, il y a environ 570 à 490 millions d'années. Et parmi ces trésors biologiques, un coquillage se distingue par sa valeur économique. Le nautile vert, recherché à la fois pour sa chair et pour la beauté de sa coquille, devenu l'une des formes de nacre les plus coûteuses utilisées dans l'artisanat, au-delà du vivant. Les diaoyu, malgré leur petite taille et leur apparente discrétion au milieu de la mer de Chine orientale, présentent une topographie singulière, comme sculptée par la nature, falaises abruptes, collines ondulantes, rivages déchiquetés par des millions d'années d'érosion. C'est là que s'ouvre une autre dimension, celle des archives. Les controverses historiques et les premières mentions des diaoyu apparaissent dans des ouvrages chinois tels que Shunfeng Jiangsong, Liu Qiulu et Zhuai Tubian, datés du XVIe siècle, et liés aux routes commerciales entre la dynastie Ming et le royaume des Ryukyu. Mais il reste difficile d'affirmer, de manière définitive, qui fut le premier découvreur de l'archipel. Un point retient toutefois l'attention, le texte Su Liu Qiulu, publié en 1534, qui relate le voyage de l'émissaire Ming Chen Kan. Il suggère que les marins Ryukyu possédaient une connaissance fine de l'archipel et de la position exacte des îles. Ils ne s'y installaient pas, mais leur proximité géographique, leur rôle dans le commerce et la pêche, et le fait que la dynastie Ming ne contrôlait pas Taïwan à l'époque, les plaçait au plus près de ces confettis de terre, alors situés dans l'orbite des populations autochtones, longtemps. Pourtant, l'archipel passe sous le radar, trop petit, pauvre en eau douce, dépourvu de ressources essentielles à une habitation durable. Les marins le connaissent, mais personne ne s'y aventure réellement pour exploiter ou explorer. Il faut attendre 1845 pour voir le capitaine britannique Edward Belcher, à bord du navire de la Royal Navy HMS Samarang, y débarquer. Il décrit des sommets comme des flèches d'église et note que les plus grandes îles sont arides, sans trace de présence humaine ni même de visite régulière. Pour saisir le conflit contemporain, il faut revenir à la fin du XIXe siècle. Lorsque l'équilibre des puissances en Asie se déplace à grande vitesse, la dynastie Qing s'affaiblit. Le Japon se modernise, projette sa force, et s'affirme comme une puissance maritime. Dans ce contexte de guerre sino-japonaise, Tokyo joue un coup décisif, l'annexion des Senkaku en 1895. Le Japon justifie alors ce geste par l'idée de terre sans maître, selon son interprétation. Et il est frappant de constater que, dans un premier temps, la contestation officielle ne se cristallise pas encore en affrontement public continu, comme on le verra plus tard, pendant des décennies. Les Senkaku restent des points presque invisibles sur la carte, à certains moments. L'exploitation est essentiellement privée. Construction de quais, transformation de produits de la mer, collecte de plumes d'oiseaux. Puis les guerres mondiales passent, l'activité économique s'éteint, et l'archipel retombe dans le silence. Mais ce silence ne dure pas. En 1968, une étude internationale change la lecture du dossier. Des évaluations scientifiques estiment que les fonds marins autour des Senkaku pourraient receler des réserves significatives d'hydrocarbures. À partir de là, la valeur de ces rochers déserts s'envole, non seulement pour les ressources, mais aussi pour ce que le droit de la mer transforme en pouvoir, zones économiques, lignes de juridiction, et contrôle d'un couloir maritime stratégique. En 1971, la Chine et Taïwan proclament simultanément leur souveraineté. Parlant des Diaoyu ou des Diaoyutai, les Senkaku sortent alors de leur sommeil géographique pour entrer dans un litige à la fois historique et résolument contemporain. Puis vient le tournant des années 2010. Le dossier ne reste plus confiné aux notes diplomatiques. Il se rejoue sur l'eau, au rythme des incidents, des poursuites et des face-à-face entre navires de garde-côte. En 2010, une collision entre un bateau de pêche chinois et des navires des garde-côtes japonais devient un point de bascule. Arrestation du capitaine, tensions diplomatiques, mesures de pression économique. La relation bilatérale s'installe dans une crispation durable. En 2012, le Japon procède à la nationalisation de 3 îles jusque-là privées, pour un montant de 2,05 milliards de yens. Pékin réagit vivement. Des manifestations éclatent, et l'affrontement change d'échelle. C'est dans ce contexte qu'apparaît un mot-clé de la géopolitique moderne, la stratégie de la zone grise. La Chine n'a pas besoin d'envoyer des bâtiments de guerre pour franchir un seuil clairement militaire. Elle privilégie souvent une approche plus graduelle, bateaux de pêche, garde-côte, incursions brèves, puis retrait, répétés encore et encore, un rythme d'attrition, destiné à user la patience et la capacité de réaction de l'adversaire, tout en installant, avec le temps, une nouvelle normalité en mer. Les chiffres suggèrent que le phénomène n'a rien d'anecdotique. Certaines années, le nombre d'entrées de navires chinois dans la zone des 12 000 nautiques augmente nettement. Et en juin 2024, un seuil symbolique s'est franchi pour la première fois. La Chine déploie, même brièvement, des navires des garde-côtes équipés de canons dans la zone, parallèlement, la présence de bâtiments de guerre, et même de sous-marins. Dans les eaux proches rend le tableau sécuritaire plus sensible encore. À ce stade, Senkaku Diaoyu n'est plus seulement une affaire d'îles ou de pétrole,
C'est un test pour l'ordre régional, pour la gestion de crise, et pour cette frontière fragile entre compétition et conflit. Tokyo affirme qu'il ne reculera pas, Pékin annonce, lui aussi, qu'il ne cédera rien, et au milieu de la mer de Chine orientale. Ces rochers minuscules continuent de porter le poids d'un bras de fer géostratégique au long cours. Reste une question, un incident en apparence mineur, une manœuvre trop serrée, une collision, une escalade de communication. Non, peut-il déclencher une chaîne de réaction plus vaste pour l'instant? La réponse demeure ouverte. Et c'est, au fond, toute l'histoire de Senkaku, d'Yaoyu. Quel autre point chaud voulez-vous que le monde décrypte ensuite? La mer de Chine méridionale, ou le détroit de Taïwan? Laissez votre commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer de prochaines analyses. À très bientôt.